Continuer sur la nomenclature et les classifications Orphanet avec Madame Ali. Donc j'espère qu'on a la connexion. Que vous m'entendez? Oui, nous avons la connexion. Très bien. Donc si bonjour et vais... merci de nous donner un peu de temps. Merci à vous de m'avoir invité à cette journée. Malheureusement, je n'ai pas pu participer en présentiel, mais je suis tout de même heureuse de contribuer. Donc, je me présente, je m'appelle Ouda Ali et je suis à la tête de l'équipe de production scientifique à Orphanet depuis peu et je suis notamment responsable de la nomenclature des maladies rares à Orphanet. Et donc, je vais vous donner un petit aperçu global de cette nomenclature, qu'est-ce qu'elle représente en fait et comment elle est structurée. Et je vais aussi vous présenter un use case d'une demande concernant la nomenclature qu'on a reçue de la filière Fil-Foie et faire le lien avec la collaboration avec les ERN justement, puisque c'est un sujet qui est de plus en plus important dans la manière dont nous mettons à jour cette nomenclature. Je n'ai pas partagé mon écran, donc je vais recommencer. Et c'est celui-là. Normalement, vous allez voir apparaître ma présentation en plein écran. Est-ce que c'est bon de votre côté? Vous l'aviez partagé juste avant, il fallait juste le mettre en diaporama. Non, là, normalement... Voilà. Voilà. Ah oui, voilà. Normalement, là, ça devrait être apparu. Là, c'est très bien. Très bien. Merci. Donc, en parlant d'Orphanet en général, les missions d'Orphanet sont d'apporter de l'information sur les maladies rares. En ce sens, il y a 3 missions principales qui sont d'augmenter la visibilité des maladies rares en proposant en fait un langage commun. Donc, il s'agit de la nomenclature et des orphacodes, mais également grâce à cette information qui est structurée et qui peut être exploitée dans différents contextes, contribuer à la génération de nouvelles informations et à la formulation d'hypothèses, ce qui va enrichir la recherche. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est cette visibilité, puisque c'est vraiment l'un des grands objectifs de la nomenclature, c'est de permettre d'identifier les patients maladies rares dans les systèmes d'information de santé et de recherche. Et donc, il s'agit de la seule terminologie médicale spécifique aux maladies rares. Et à cet effet, donc, si on commence déjà à s'intéresser à qu'est-ce qu'une maladie rare, Orphanet suit la définition européenne, donc, que vous connaissez probablement tous déjà, qui est définie par une prévalence de moins de 1 sur 2000 individus dans la population européenne globale. Et nous ajoutons 2 critères supplémentaires dans Orphanet, qui sont que la maladie, le diagnostic doit être décrit dans au moins 2 patients publiés. Et il faut garder à l'esprit également que la nomenclature Orphanet est orientée cliniquement, c'est-à-dire qu'on définit des diagnostics phénotypiques et non par le diagnostic moléculaire comme ça peut être trouvé dans OMIM, par exemple. Et donc cette nomenclature, en pratique, elle est définie par ces différents éléments. Donc je m'excuse, déjà la présentation est en anglais puisqu'habituellement je travaille la plupart du temps avec les ERM, donc je fais mes présentations en anglais. Et l'exemple n'est pas une maladie hépatique, mais bon, ce n'est qu'un exemple. Donc, ces éléments-là qui définissent la nomenclature d'une maladie rare sont un code ORPHA, qui est un identifiant numérique, un terme préférentiel, donc le nom principal. On va ajouter des termes en synonyme, qui sont des équivalents exacts du nom principal, et on va définir ce qu'on appelle un niveau de classification. On revient là-dessus dans un instant. Et on va également associer une définition qui va résumer les caractéristiques principales de l'entité et permettre de lever toute ambiguïté sur son périmètre, notamment vis-à-vis d'autres entités cliniques qui peuvent exister dans le même groupe, mais qui sont des entités distinctes. La nomenclature, nous la produisons en anglais et nous la traduisons simultanément en français, puisque nous sommes une équipe francophone, mais elle est également traduite dans plusieurs autres langues que vous voyez affichées ici.
ce qui permet donc une meilleure interopérabilité entre les différents pays et les systèmes d'information. Nous ne fournissons pas une simple liste de maladies définies comme des maladies rares. Cette nomenclature, elle est structurée dans un système de classification. On va avoir plusieurs objectifs, en fait, mais les principaux sont que cette classification va structurer l'information associée aux maladies rares, puisqu'en plus des maladies, nous collectons une grande variété d'informations, telles que les données génétiques, les données épidémiologiques, les données phénotypiques, notamment grâce à une annotation avec des signes HPO, un répertoire de ressources expertes, etc. Donc, cette classification va permettre de structurer toutes ces données. Et également, elle va rendre service aux cliniciens. C'est vraiment le purpose principal, puisqu'elle va guider le diagnostic et la prise en charge selon différents critères associés au niveau clinique. Et à cet effet, cette classification, elle est structurée selon les grands domaines médicaux. Donc, on a 33 principaux groupes de classification qu'on appelle les têtes de classification. Il y en a juste quelques exemples sur la diapositive. Donc, on va avoir la classification des maladies hépatiques, la classification des maladies cutanées, etc. Et ce système est donc multi-hiérarchique, puisqu'on a plusieurs grandes hiérarchies, mais il est également polyparental. On va voir ça tout de suite. Mais tout d'abord, tout à l'heure, je vous ai parlé du niveau de classification. Et en effet, donc, dans ce système, on va attribuer un niveau de précision à chaque diagnostic. On va tout d'abord avoir des groupes de maladies où vous allez trouver le groupe tout en haut, donc en fait, qui a le périmètre le moins spécifique. Donc, par exemple, si on prend maladie hépatique rare, c'est un groupe dans l'ARPANET large et qui va comprendre plusieurs sous-groupes un peu plus spécifiques et qui eux-mêmes vont inclure autant de groupes intermédiaires nécessaires pour arriver au niveau disorder. Donc là, il s'agit du niveau de référence, c'est le niveau du diagnostic confirmé, là où on trouve une entité clinique bien définie, homogène entre les différents patients, et donc il s'agit du diagnostic confirmé. Et à l'échelle européenne, il s'agit du niveau indiqué comme étant le niveau de référence pour le partage des données sur les maladies rares, les comptages statistiques, etc., qui doit être exploité. Et on a également un troisième niveau de précision qui est le sous-type. Et le sous-type n'est pas créé systématiquement, en tout cas les sous-types, pour un disorder donné. On les crée seulement lorsque ce niveau de précision est utile et vraiment pertinent vis-à-vis de la pratique clinique. On ne suit pas une logique purement descriptive, c'est vraiment lorsque la distinction de sous-groupes de patients au sein d'un même diagnostic est nécessaire vis-à-vis de la prise en charge. Donc, par exemple, ça peut être des critères définis par la sévérité de la maladie ou l'âge d'apparition ou la présence ou non d'un signe clinique donné, et donc qui vont permettre un meilleur suivi plus fin des patients. Là, il s'agit du même exemple qui, comme vous pouvez le voir, se situe dans un groupe, le syndrome hémolytique et urémique atypique, et inclus dans un groupe un peu plus large qui comprend d'autres disorders qu'on ne voit pas ici, qui correspondent également à des HUS. Et ce groupe lui-même est inclus dans un groupe plus large, etc., jusqu'à arriver au groupe ultime, qui sont les maladies rénales. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque entité clinique est associée à un orthocode unique, c'est-à-dire unique. Pourquoi ? Même si cette entité était inactivée par la suite, on ne recycle pas ces orphacodes. Chaque orphacode va être toujours associé au même concept clinique. Et chaque entité va être associée à un niveau de classification. C'est ce qui va organiser le système de la classification. Tout à l'heure, j'ai parlé aussi de polyparentalité, puisque beaucoup de maladies sont multisystémiques, ou en tout cas ont des manifestations multisystémiques. C'est notamment le cas. En fait, leur prise en charge va faire intervenir différents domaines médicaux. Et donc, c'est notamment le cas de l'HUS atypique, qui est une maladie hématologique, mais qui a une manifestation rénale qui va être prise en charge par des néphrologues. Et donc, pour cette raison, vous allez trouver cette entité, d'une part, dans la classification des maladies rénales, dans le même groupe que j'ai mentionné tout à l'heure, le groupe des HUS, mais vous allez également la trouver dans la hiérarchie des maladies hématologiques, dans un autre
un groupe différent qui est dédié aux anémies hémolytiques constitutionnelles. Dans ce sens-là, qu'une entité clinique peut avoir plusieurs parents différents à travers la classification. Et donc, il s'agit d'une structure polyparentale. Et on dit dans ces cas-là que la maladie est multiclassée. Bien sûr, là, il s'agit juste de 2 hiérarchies que je cite comme exemple, mais la HUS atypique est également présente dans d'autres hiérarchies dans Orphanet. Maintenant, au niveau de la production et de la mise à jour de cette nomenclature, comment est-ce qu'on réalise, comment est-ce qu'on maintient ce système de nomenclature et cette classification? Eh bien, on a 3 grandes actions principales qu'on peut faire dans le système. La première, c'est la création de nouvelles entités cliniques, et notamment au niveau disorder, on suit les critères qui s'affichent à l'écran et que j'ai déjà mentionnés tout à l'heure, faire de la prévalence, avec 2 cas publiés au moins dans la littérature, et un phénotype homogène. On peut également modifier des entités cliniques qui existent déjà. Donc, il peut s'agir de tout type de modification. On va changer le nom principal, on va ajouter des synonymes. Il est également possible de reclassifier la maladie. Il peut y avoir des erreurs, par exemple, ou bien d'ajouter la maladie dans un groupe de classification dans lesquels elle n'était pas présente précédemment, etc., etc. Et enfin, on a l'inactivation des entités cliniques. Donc, cette inactivation, elle va se faire pour différentes raisons. Donc, je ne vais pas trop entrer dans les détails. On va avoir les obsolescences, où là, pour faire très court, c'est une entité clinique qui n'a vraiment pas de raison d'exister dans Orphanet. Ça peut être un doublon d'une autre entité, une entité mal définie qui n'existe pas vraiment en tant que telle, ou bien ça peut être une catégorie de la classification qui n'est plus en usage. Et on a également les dépréciations, où là, il s'agit d'un cas différent. Ça va être une entité qui est initialement reconnue, quand elle a été décrite dans la littérature, qui était reconnue comme un diagnostic indépendant, mais qui est maintenant intégrée à un autre diagnostic en raison d'une évolution des connaissances. Et enfin, on inactive également certaines entités parce que les données épidémiologiques actuelles ne permettent plus ou pas de les considérer comme des maladies rares. Et en fait, tout ce processus de production et de mise à jour, il est soumis à des règles propres à la base de données, des règles de standardisation qui vont permettre d'assurer une cohérence de la donnée, donc représenter les données de manière cohérente, exhaustive et qui permettent donc une exploitation de l'information qui soit efficace par la suite. Et vous pouvez donc consulter les différentes procédures qui ont trait à la nomenclature d'une part, mais aussi la production des définitions, la linéarisation, etc. Donc, dans Orphanet, nous avons une équipe dédiée à la nomenclature et nous recevons des demandes concernant dans différents contextes. Notamment, donc nous avons une personne qui est en charge de surveiller la littérature, qui va relever les nouveaux syndromes décrits dans les journaux. On va avoir différentes demandes qui proviennent des usagers d'Orphanet de tous horizons, qui vont remarquer une erreur, par exemple, ou nous demander de créer une entité une entité pour une maladie qui n'est pas représentée dans Orphanet. On va également avoir le contrôle qualité des données, puisqu'on va relever des incohérences et on va les corriger, ou alors des données manquantes. Mais aussi et surtout, on travaille de plus en plus avec les experts, puisque toute information collectée dans Orphanet va à un moment donné passer par une relecture, une vérification, une validation avec un expert. Et donc, dans les années récentes, cette collaboration avec les réseaux d'expertise est devenue de plus en plus importante. En fait, elle l'a toujours été. C'est-à-dire qu'Orphanet a commencé comme un projet français. Et au départ, lorsque nous avons commencé à produire la nomenclature et les classifications, nous avons énormément travaillé avec les filières, notamment les experts français. Et petit à petit, Orphanet ayant évolué en projet de niveau européen et maintenant international, nous travaillons également beaucoup avec des réseaux d'expertise internationaux et européens, donc les ERN. Et donc, il s'agit
nous avons deux sources principales de validation pour les informations que nous collectons dans Orphanet. Donc, les recommandations et le conseil des experts, mais bien sûr, les informations présentes dans la littérature, très important. Puisqu'on doit être en mesure, en fait, de justifier, en fait, de nos choix vis-à-vis des utilisateurs. Et donc, comme je viens de le dire, nous collaborons de plus en plus avec des réseaux d'expertise qui vont évidemment nous apporter leur expertise scientifique. Ils vont nous permettre de vérifier si l'information que nous collectons est bien correcte, est-ce qu'elle est cohérente, mais aussi est-ce qu'elle répond correctement aux besoins des cliniciens. Puisque les orphacodes et les données associées vont être utilisées notamment dans le contexte du codage des maladies rares, mais aussi vont permettre de faciliter la collecte de nouvelles informations dans les différents systèmes et le partage d'informations aussi bien entre différents systèmes que différents pays, différentes structures, etc. Quant à Orphanet, notre rôle à nous, c'est d'apporter une expertise base de données, puisque nous allons, notre rôle, ça va être de vérifier que l'information associée aux maladies rares est représentée d'une manière standardisée, qui soit cohérente, exhaustive et exploitable. Donc, vraiment qu'on ne fait pas d'action dans la base qui va créer des incohérences ou poser des problèmes de codage par la suite. On a vraiment une relation, c'est des collaborations avec un bénéfice bilatéral, étant donné que s'il s'agissait d'un service, on va dire, entre guillemets, un petit peu passif, où on va juste rentrer des orphacodes sans trop se poser de questions, ben, le résultat, c'est qu'on aurait beaucoup d'incohérences dans la terminologie Orphanet et avec tous les problèmes que ça poserait en termes de codage et d'exploitation de l'information derrière. Donc, comme je l'ai dit, on travaille beaucoup depuis 2017 avec les ERN et à cet effet, en fait, il y a un nouveau projet qui va démarrer normalement, si tout va bien, en 2022 et qui va restructurer en fait les activités de la cellule nomenclature Orphanet pour vraiment orienter cette activité vers les ERN. Mais qu'en est-il des filières et des réseaux d'expertise français? Et bien évidemment, on ne les met pas de côté. Alors, d'une part, on a mis en place une collaboration avec la BNDMR via notamment la création d'un nouveau poste à la BNDMR. Et ce poste a été occupé précédemment par Maude de Dieuleveux, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, et qui est maintenant, donc Maude est partie, et elle est maintenant remplacée par Émilie Gaillard, qui est avec nous aujourd'hui, donc je voulais vous la présenter à l'occasion de cette journée, puisqu'elle est maintenant l'interlocutrice pour les filières concernant toutes les problématiques en lien avec la nomenclature Orphanet. Donc en fait, elle va prendre en charge des demandes provenant des filières et travailler avec nous en étroite collaboration pour la mise à jour de la base. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour. Si tu veux te dire deux mots, Émilie. Bien juste, tout d'abord pour m'excuser pour les problèmes de micro que j'ai eu tout au début de la journée, j'ai des problèmes techniques. Et puis me présenter. Donc je suis arrivée il y a un mois et j'espère pouvoir interagir avec vous rapidement pour accompagner les demandes que vous l'avez vu avec la présentation d'Ida. Oui, en fait, Orphanet, c'est une classification complexe et il y a un certain nombre de règles à comprendre. Donc l'idée est de vous accompagner dans cette logique pour préserver la cohérence de la base de données. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi passer par le site de la BNR où une fiche création est à votre disposition. Merci, bonne journée. Et merci de l'invitation. Merci, Amélie. Alors, du coup, pour continuer, en fait, évidemment, alors, quand on dit qu'on travaille de plus en plus avec les ERN, on souhaite tout de même intégrer au maximum l'expertise française et en fait, de manière directe ou indirecte, si je puis dire, c'est déjà le cas puisque de nombreuses ERN sont coordonnées en France par des experts qui sont également présents de manière proéminente dans les filières
Et donc, même si les demandes de révision ne sont pas proprement parlées au départ faites au nom de la filière, mais au nom de l'ERN, les filières sont tout de même représentées dans ces collaborations. Et d'autre part, lorsque les filières nous adressent des demandes concernant des révisions globales de la classification et qu'il existe un ERN pour le groupe donné, on encourage de plus en plus cette mise en relation avec l'ERN pour pouvoir mettre en place un groupe de travail commun. Et donc, non seulement, évidemment, ça fait gagner du temps pour tout le monde, mais ça permet aussi de nous assurer qu'on a un vrai consensus tant entre le niveau européen et le niveau français, mais aussi, comme vous pouvez l'imaginer, ça nous évite, on ne peut pas se permettre de faire un travail d'une part au niveau européen et de le recommencer d'autre part au niveau français. Ça ne serait pas une manière très, très intelligente de faire les choses. Et donc, c'est quelque chose qui a déjà commencé un petit peu à se mettre en place, et notamment pour la filière Fil-Foie, qui, il y a quelque temps, nous a adressé une demande conjointe avec le Rare Liver, puisqu'il y a des experts des deux. Et donc, c'était vraiment un très bon exemple, en fait, de l'utilité de cette synergie, si je puis dire. Il s'agissait d'une demande de création d'un nouveau code ORFA pour une entité décrite récemment, qui est la maladie portosinusoïdale vasculaire. Et donc, nous avons évalué en fait cette création en regardant d'une part ce qui se passait, enfin, la littérature, et on a trouvé une publication récente de l'un des experts, de ces experts-là, qui nous a permis vraiment d'appuyer cette demande de création. Évidemment, le fait que ce soit demandé par les experts, ça fait qu'il y a déjà une intervention d'experts dans la demande. Et nous avons vérifié la conformité avec les standards Orphanet, donc au niveau de la rareté, au niveau du fait qu'il s'agit bien d'une entité clinique définie et homogène. Et donc, cette création répondait bien à nos standards et nous avons décidé de créer un nouvel Orphanet. Mais ça ne s'arrête pas ici, puisque quand on crée une nouvelle entité ou qu'on fait une mise à jour dans la nomenclature, on doit regarder ce qui existe déjà dans la base et s'assurer qu'en créant cette nouvelle entité, on ne va pas introduire d'incohérence terminologique ou d'incohérence de représentation des patients. Et donc ici, on s'est intéressé au groupe des maladies hépatiques vasculaires. Donc c'est le groupe dans lequel cette maladie portosinusoïdale vasculaire devait être classée. Et on a remarqué qu'on avait déjà en base notamment deux entités qui s'affichent ici et qui appartiennent en fait au périmètre de la PSVD et qui semblent correspondre à des pathologies. C'est la première chose qu'on a remarqué, et on a aussi vu qu'il existait une autre entité qui s'appelle hypertension portale non cirrhotique familiale, et on s'est demandé, ça a l'air aussi de rentrer dans le périmètre, qu'est-ce qu'on fait de ces entités-là? On ne peut pas les laisser juste à côté de la PSVD, puisqu'il ne s'agit pas de maladies distinctes. Et donc, ce qu'on a supposé, c'est qu'il faudrait reclasser les deux maladies grisées ici en sous-type, qui étaient initialement au niveau de disorder, il fallait les reclasser en sous-type de la PSVD. On s'est rendu compte qu'il manquait un troisième sous-type, qui est la cirrhose septale incomplète. Et en fait, en parallèle, en regardant notamment le site de Fil-Foie, il y a une page dédiée à cette maladie, elle disait qu'il existe effectivement ces trois patterns histopathologiques, mais qu'il y a un fort chevauchement et au niveau diagnostic, il n'y a pas vraiment de conséquences pratiques à distinguer ces diagnostics. Donc on se demandait finalement, est-ce qu'il est vraiment utile de garder ce niveau de précision dans le diagnostic? Et c'est là donc où l'intervention et l'avis des experts est très important, puisqu'ils nous ont indiqué que oui, il valait mieux garder ce niveau sous-type pour le moment, en tout cas, puisque même si en termes diagnostiques, il n'y a pas vraiment de conséquences pratiques à distinguer ces sous-types histopathologiques, en termes en fait, ces sous-types semblent être associés à des contextes pathologiques différents, et qu'au niveau de la recherche, ça peut être intéressant et utile par la suite de maintenir cette distinction, et que pour le codage des patients, on considérera généralement qu'il y a
on codera le patient avec le code correspondant au pattern histopathologique prédominant, même s'il y a un chevauchement. Donc la décision, pour nous, elle a été effectivement de maintenir ce niveau sous-type et de créer le troisième sous-type dans la nomenclature. Et d'autre part, ils ont indiqué qu'il n'y a pas lieu de distinguer les formes familiales, en fait, associées aux hypertensions portales dans le cadre de la PSVD. Et donc, nous avons inactivé cette forme familiale qui, puisque maintenant, on a ce code-là principal de la PSVD et on a les codes des sous-types histopathologiques des patients. Donc, comme vous pouvez le constater, donc là, c'est la représentation mise au propre. Alors, évidemment, il y a d'autres maladies dans ce groupe. Hein. Je ne les ai pas toutes listées pour juste la clarté, mais il y en a d'autres. Et comme vous pouvez le voir, au départ, on est parti avec une demande de création d'un orphacode. La validation a été créée, mais chez nous, on a aussi réalisé un contrôle qualité interne qui a entraîné d'autres actions dans la base de données, dont la reclassification de 2 entités, la création d'un sous-type supplémentaire et l'inactivation d'une entité clinique. Donc cet exemple-là, il vous permet un petit peu de voir la complexité des problématiques auxquelles on fait face. C'est que lorsqu'on demande un nouvel orphacode, il ne s'agit pas juste de faire une demande, de la processer, de créer le code, et ça s'arrête là. Parfois, oui, ce sont des demandes simples, mais très souvent, on est obligé de réaliser ce travail. Et d'ailleurs, en petit bonus, étant donné qu'il s'agit d'un petit groupe, les maladies hépatiques vasculaires rares, on a également en fait fait une petite révision rapide de ce groupe-là. Également, l'avantage était qu'il existe des publications récentes qui listent un peu toutes ces maladies avec leurs définitions et les concepts pour s'assurer qu'il ne manquait pas d'autres maladies. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné une idée un petit peu plus précise de comment la nomenclature est organisée, comment elle est mise à jour et l'intérêt d'interagir tant au niveau français que de mettre en commun l'expertise avec les réseaux européens. Merci à vous et si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, et notamment donc l'exemple cité avec ce nouveau codage qui était chaud, hein. Mais on voit bien les conséquences importantes que ça a eu. Aurélie, tu veux faire un commentaire? Je voulais faire un commentaire qui est d'abord merci beaucoup pour effectivement ce travail qui est important. Mon commentaire, c'est juste que c'est un tout petit peu long, les démarches, et que je crois que ça fait 3 ans que ça a été initié à la fois par la filière et le RN. Juste, est-ce qu'il y a une éventualité pour que ce soit plus court pour d'autres pathologies? Ça, c'est mon commentaire. Et ma deuxième question, c'est que effectivement, vous faites des très belles fiches descriptives des maladies qu'on reçoit en expert. Et ma question, est diffuser sur d'autres réseaux que Orphanet pour que on ne fasse pas un travail différent à chaque fois. Est-ce que vous nous autorisez à utiliser ces fiches pour la diffusion? Voilà. Bon, merci beaucoup. Donc, c'était le docteur Aurélie Plessier, c'est ça? Oui. Oui, donc bonjour. Parce qu'on ne s'est pas rencontrés, on a échangé par email, mais on ne s'est jamais rencontrés. Donc merci pour ces questions. Alors concernant les délais de prise en charge des demandes, effectivement, on a fait en tout cas face à de nombreuses difficultés du fait que face à la demande qui est énorme, donc, comme vous pouvez l'imaginer, il y a 24 ERN. Nous avons déjà collaboré avec pas mal de RN, d'autres sont en attente. Au niveau français, on a également beaucoup de demandes provenant des filières. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et jusqu'à présent, en fait, je suis la seule interlocutrice pour les ERN pour le moment. Et donc, la création du nouveau poste en collaboration avec la BNDMR nous aide beaucoup parce que du coup, ça permet vraiment de positionner une personne qui est dédiée aux filières. Mais en parallèle, il y a aussi beaucoup de filières et beaucoup de demandes. Donc, il y a un déséquilibre en fait entre les moyens disponibles et la demande.
On essaye de faire des priorisations, notamment sur les orphacodes manquants, etc. Mais on espère que ça permettra d'accélérer justement ces délais, mais aussi d'harmoniser les demandes qui sont faites pour Orphanet entre le niveau français et européen, puisqu'Émilie et moi, nous allons justement nous coordonner et échangeons énormément pour mettre en commun tous ces efforts et éviter de perdre du temps alors qu'on n'a déjà pas beaucoup de temps au départ. Et concernant donc Ah oui, et puis j'allais dire aussi que là, comme je le disais, comme les activités de l'équipe vont être restructurées pour être plus orientées vers les ERM, et qu'en fait, qui dit ERM, on va aussi raccrocher les filières qui s'y rapportent autant que possible. On espère qu'avec plus de personnes dans l'équipe et donc cette mise en commun, on va pouvoir faire les choses de manière plus rapide et avoir une prise en charge plus satisfaisante de toutes ces demandes. Alors maintenant, concernant les fiches des maladies qu'on voit apparaître sur le site Orphanet, alors il est possible de diffuser certaines informations. En fait, il faudrait que vous contactiez, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez à ce sujet. Je vous mettrai en contact avec ma collègue qui est en charge des partenariats et des collaborations, pour que vous puissiez voir comment, de quelles informations vous souhaitez diffuser, de quelle manière et qu'est-ce qui peut être permis entre guillemets ou pas. Si vous voulez, les points délicats, c'est que par exemple, si un réseau décidait de copier-coller entre guillemets les abstracts qu'on publie sur le site, ça poserait problème dans le sens où nous, ces abstracts, on les met régulièrement à jour. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait un process qui permette la synchronisation des données entre les différentes plateformes donnant accès à l'information. Donc voilà, vous pouvez prendre contact, me contacter par email et je vous mettrai en contact avec ma collègue pour que vous puissiez en discuter plus en détail. Merci. Véronique, alors question courte et réponse courte. Question courte. Comment les données de l'Agence de biomédecine des laboratoires de génétique interviennent, utilisent votre code ORFA pour donner leur bilan? Alors donc, est-ce qu'on parle notamment pour les tests diagnostiques des laboratoires? Bien sûr. Oui. Donc les tests diagnostiques font partie des ressources expertes que nous lions dans la base de données aux différentes maladies. Et donc c'est quelque chose qui est fait, c'est-à-dire qui suit en fait la production et la mise à jour de la nomenclature, puisque pour chaque nouvelle entité créée, on va regarder quelles informations sont disponibles et quelles ressources dont les tests diagnostiques sont disponibles et peuvent y être liés. Et il y a une campagne annuelle avec l'ABM pour justement mettre à jour toutes ces informations liées aux tests diagnostiques et où on resoumet en fait des listings au laboratoire et vérifier qu'on représente bien tous ces tests correctement dans la base de données. Et alors, c'est une autre équipe qui se charge de cette activité. On a une équipe dédiée aux ressources expertes. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je peux vous mettre en lien avec eux. Mais en tout cas, il y a une collaboration avec l'Agence de la biomédecine avec une campagne annuelle. D'ailleurs, il y en a une qui était en cours. Je ne sais pas si elle est terminée ou si elle est encore en cours pour cette révision annuelle, notamment pour les tests diagnostiques. Donc, simplement, quand on a fait notre guide du codage là, pour la filière, bien sûr, il y a le codage Orphanet, mais on s'est posé des questions vis-à-vis de la SIM10, qui est quand même largement utilisée. Vous, comment vous vous positionnez Alors, la nomenclature est alignée avec la SIM10. Alignée, ça veut dire que pour chaque entité clinique, on va établir une relation qualifiée avec les codes disponibles dans la SIM10. Donc on le fait pour la SIM, mais on le fait aussi pour d'autres terminologies et bases d'informations, telles qu'OMIM. On a aussi un partenariat avec GARD aux États-Unis, on a aussi la SNOMED CT, etc. Et donc cette relation, elle va être qualifiée dans le sens où, comme vous le savez peut-être probablement, les codes qui sont dans la SIM10, parmi tous les codes qui existent,
très peu sont spécifiques aux maladies rares. Donc la plupart des codes vont avoir un périmètre plus large que les entités cliniques représentées dans Orphanet. Et donc on va qualifier ces relations-là pour indiquer justement que tel concept dans la CIM-10 a un concept plus large que l'entité qui est représentée dans Orphanet, etc. Et c'est une information, donc ces alignements, on les met à disposition aussi bien donc, sur le site Orphanet. Vous pouvez voir quand vous consultez la page d'une maladie, les alignements qui sont réalisés pour cette maladie. Vous le voyez dans l'encadré gris qu'on appelle la carte d'identité. Mais également, on met à disposition des datasets qui comportent tous les alignements et qui sont disponibles dans notre plateforme Orphadata. C'est l'adresse, si je ne me trompe pas, c'est orphadata.org, mais si vous tapez Orphadata dans Google, vous trouverez. Et vous aurez accès donc, à ces datasets qui permettent cette mise en relation entre les orphacodes et la CIM-10. Et d'ailleurs, il y a aussi une révision en cours pour une collaboration en cours pour l'alignement avec la CIM-11. Ces alignements-là n'ont pas encore été implémentés dans la base de données, mais c'est prévu pour les prochains mois. Attends, pose ta... En pratique, pour le clinicien Orphanet, ça sert à quoi? Orphanet, ça sert à quoi? Alors, ouais. C'est une bonne question. Alors, c'est une très bonne question. Non, reprenez alors, pas. Ça sert à quoi? La première chose, c'est d'apporter de l'information. Oui, mais qui est-ce qui va voir sur Orphanet? C'est le clinicien? C'est les patients? Orphanet. Oui, moi, Docteur Minello, donc Pierre-Antoine Corré-Albi, association de patients. J'ai une réponse. La moitié de nos malades ne sont pas suivis dans le réseau Fil-Foi. Alors, c'est sûr qu'au sein de la filière, vous êtes expert et vous connaissez bien les maladies. Mais il y a des tas de médecins qui se réfèrent à Orphanet parce que l'antériorité d'Orphanet est supérieure à celle de la filière. Orphanet a été créé il y a très longtemps. Et donc, c'est très connu, Orphanet. Hein. Et d'ailleurs, c'est un problème, c'était mon alerte, c'est que l'information qui est liée à la maladie, justement l'information clinique, que vous appelez littérature ou bien abstracte, elle est parfois vraiment obsolète. Elle date de la création d'Orphanet, des informations de 2007, de 2004. Bon. Et en fait, c'est très pénalisant pour les malades, justement parce qu'il y a des praticiens qui se réfèrent à Orphanet, ceux qui ne sont pas du réseau de la filière. Voilà, ils peuvent avoir une information sur la prise en charge qui n'est pas à jour. Et d'autre part, pour la qualité de vie, puisque Orphanet est aussi consulté par les experts médicaux des banquiers et des assureurs. Voilà. Donc ça a des conséquences très lourdes pour la vie quotidienne des malades. Donc c'est une alerte sur cette information autour de la maladie, au-delà de la nomenclature, voilà, qui est très largement diffusée et reconnue. Vous avez une audience vraiment antérieure à celle de la filière. Alors oui, juste pour compléter aussi, quand on a un orphacode, ça permet de parler de la même chose un peu partout. Exactement. Merci. Exactement. C'est-à-dire et Emmanuel, tu avais une très courte question, parce qu'après, il faut qu'on passe à nos amis de la Guadeloupe. C'était pas une question, c'était un commentaire très court. Moi, je trouve dommage que les formes familiales aient disparu d'Orphacode, car c'était une bonne façon d'identifier les potentiels malades avec une maladie monogénique sous-jacente. Et je regrette qu'on ait supprimé ce. C'était ton early onset, le code qui a disparu? Bon. Si c'est le cas, si j'ai compris correctement, je trouve ça regrettable, mais j'ai peut-être mal compris. Eh bien, écoute, tu en discuteras avec Aurélie alors à la pause. En tout cas, Madame Ali, merci beaucoup pour tout cet exposé et on vous sollicitera sans doute prochainement. Voilà, merci, au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Donc,